Cette émission vous est présentée par la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bismart pour cette nouvelle émission grand format. Un grand format très particulier puisqu'il est consacré au chantier de Tchernobyl. Plus de 30 ans après la catastrophe qui avait bouleversé le monde entier, on a réussi à construire un gigantesque sarcophage pour empêcher toute fuite de radioactivité. Alors c'est l'histoire de ce chantier qu'on va maintenant vous raconter. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. C'est passionnant, sauf que l'actualité, bien sûr, tragique de la guerre en Ukraine nous a rappelé qu'il pouvait y avoir encore et toujours des questions de sûreté. Non seulement à Tchernobyl, mais dans les autres centrales de l'Ukraine. Parce que Tchernobyl, c'est en Ukraine. Alors on essaiera de faire toute la lumière sur ce qui se passe dans cette centrale aujourd'hui. Grand format, c'est un reportage et un débat. Au total, 1 heure avec des images, vous allez les découvrir, spectaculaires, je vous le disais, et puis des idées, des explications, des échanges. Grand format a l'ambition de vous présenter tous ces grands chantiers qui changent le monde, qui structurent l'espace et améliorent la vie des millions d'êtres humains de par le monde. Sur la planète, ce sont les dernières grandes aventures modernes conduites par l'homme au service de l'homme. Alors on va voir ce chantier à Tchernobyl, mais on a déjà vu dans l'émission un certain nombre de chantiers, notamment en Afrique pour les réalisations de châteaux d'eau. On a vu les routes en Islande, on a vu aussi le pas de tir à Kourou. Alors on n'en parle pas assez de tous ces chantiers, de ces grands équipements, peut-être parce qu'ils s'introduisent dans notre quotidien trop vite. C'est la vraie raison pour laquelle nous avons lancé cette série d'émissions en partenariat, bien sûr, avec la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. Alors aujourd'hui, grand format, je vous le disais, va nous emmener dans l'ouest de l'Ukraine sur ce chantier de Tchernobyl. Nous sommes donc totalement dans l'actualité parce que nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Ce chantier a permis de sécuriser l'endroit et ce chantier participe aujourd'hui, ou devrait participer, à restaurer la confiance que l'on peut avoir dans le fonctionnement d'une centrale électrique nucléaire. Alors après les images filmées par notre réalisateur Laurent Barthélémy, eh bien on en parlera de toutes ces composantes, de tout ce projet qui a évidemment valeur d'exemple, de pédagogie et de confiance. On se retrouvera avec Bruno Dupetit, qui est fidèle à ce poste parce qu'il joue le rôle difficile de guide tout au long de ses émissions. C'est un peu l'homme de l'art, c'est l'ingénieur. Il a participé à un certain nombre de chantiers dans des groupes importants comme Eiffage ou Vinci. Et puis cette carrière vous a permis de travailler sur les projets de construction dans le monde entier, y compris Tchernobyl, parce que vous y êtes passé quand même. Oui. Avec nous également sur le plateau, Hervé Macheneau. Merci d'être là, Hervé Macheneau. Vous êtes l'ancien directeur exécutif du groupe EDF. Vous étiez là-bas chargé de la production et de l'ingénierie. Vous étiez donc en première ligne sur les questions de sécurité, de sûreté. Mais mon petit doigt me dit que vous l'êtes encore. Parce que votre expérience, elle est aussi... Pas opérationnellement. Mais pas opérationnellement. Je suis évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Donc vous savez ce qui se passe à Tchernobyl, vous savez exactement ce qui se passe dans les centrales françaises, et vous savez ce que l'on prépare au niveau du programme, et je pense que votre témoignage va être important. On retrouvera aussi Irina Zelanikova. Expliquez-nous. Elle est dans le film. Irina est dans le film. Elle est à Tchernobyl actuellement. Elle est à Slavitch, oui, qui est la ville de Tchernobyl, où les gens qui travaillaient à Tchernobyl vivaient. Oui. Et puis, elle a participé évidemment à la construction de l'Arche. Alors, Irina, on la salue, elle est au téléphone, on la reprendra tout à l'heure. Juste après le film, on regarde les images et on se retrouve. Сорвали черную шапку с моей буйной головы. Cette série nous emmène aux 4 coins du globe pour découvrir de grands projets très différents les uns des autres, tous très ambitieux. Nous avons tourné ce film au nord de l'Ukraine, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est une région de la taille du Luxembourg, interdite d'habitation depuis l'explosion de la centrale nucléaire.
Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire, l'arche de confinement de Tchernobyl. Je m'appelle Bruno Dupetit, je suis ingénieur. J'ai travaillé toute ma vie sur des grands projets de construction. Quand on m'a proposé de vous faire découvrir les plus beaux projets de travaux publics français, j'ai dit oui tout de suite. En arrivant en Ukraine, je suis accueilli par deux jeunes ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. Jean-Philippe s'est occupé de la construction de l'arche et Maria s'est occupée de la livraison aux autorités ukrainiennes. Ouais, c'est un grand moment parce que on va voir vraiment l'objet maintenant fini, et complètement fini. Et enfin. C'est enfin, oui. Enfin, Ça va être une découverte et j'espère aussi de l'émotion. Bah oui, certainement. Beaucoup de souvenirs là-bas. Ça, c'est le réacteur qui était en construction, ça. C'est ça, numéro 5 et 6. C'est les deux, là. J'ai eu une filiale en Ukraine dont j'ai dû m'occuper un peu, qui n'a pas travaillé sur Tchernobyl. Et le patron, quand on lui demandait Tchernobyl, il ne voulait pas en parler. Hein. Et il ne voulait pas en parler. Et lui, il avait travaillé dessus après l'accident. Et il ne voulait pas en parler. C'était un sujet, je pense encore aujourd'hui, il ne voudra jamais en parler. Ouais. Ce dont le patron ukrainien ne veut pas parler, c'est de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Dans la nuit du 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl provoque une pollution radioactive sans précédent. Le cœur du réacteur est mis à nu et des nuages extrêmement radioactifs se propagent aux quatre coins de l'Europe. Des niveaux de contamination importants sont relevés sur environ 13 000 km² jusqu'en Grèce et en France. tout le monde dit que le gouvernement n'a pas informé les gens. Il n'y était pas information sur l'accident, sur qu'est-ce qu'on fait en cours, on cherche les documents, on cherche les choses, les trucs. Et vous disiez rien pendant des semaines ou des mois? Mais l'information au départ était complètement erratique, quoi. C'était pas du tout... on comprenait pas en fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et si nous parlions de Tchernobyl? Polémique sur le manque d'informations officielles. Alors où est la vérité et pourquoi la cache-t-on? Alexandre Sirota est un enfant de Pripyat, la ville ouvrière de 50 000 habitants la plus proche de la centrale. Il avait 10 ans le jour de la catastrophe. Il nous montre les archives qu'il a gardées de ce qu'il appelle la plus belle période de sa vie. Это место, на самом деле, для меня это, кроме того, что это действительно сердце города, буквально, в прямом переносном смысле, культурное сердце города, для меня это также второй дом. Здесь я проводил, наверное, большую часть свободного времени. Даже, наверное, правильнее было бы сказать первый дом, потому что жил я с мамой в общаге, и туда мы ходили только ночевать. Жизнь вся проходила тут. Это фонограмма спектакля «Пять романсов в старом доме», который ставила Лида Рыбкина, мамина коллега. Они сами писали музыку, это был дипломный проект. What does it make you feel when you listen to this music? Как себя чувствуете, когда слушаете эту музыку? Увидите. Если... Нормально. Поплачем немножко. Да, Саша? Le lendemain de la catastrophe,
les habitants de Pripyat vaquent à leurs occupations de tous les jours. La centrale est dirigée depuis Moscou. Les informations ne sont pas diffusées à la population locale. Ce n'est que 2 jours plus tard, dans l'après-midi du dimanche, que les gens de Pripyat, dont Alexandre et sa famille, sont évacués. Des centaines de bus sont alors affrétés pour emmener en urgence les 50 000 habitants. Depuis, la ville est complètement abandonnée. Avant l'arche construite par les Français, les Soviétiques ont construit un premier sarcophage après la catastrophe, en seulement 206 jours. Mais dès 1999, cette enveloppe de béton donne des signes très inquiétants de fatigue. Elle commence à s'effondrer à de multiples endroits. La communauté internationale s'inquiète alors de la possibilité d'un nouvel accident nucléaire. Un fonds international est créé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BIRD, afin de financer une nouvelle enceinte de confinement. C'est Vince Novak, un des responsables de la BIRD, qui a négocié avec chaque pays pour réunir le financement nécessaire à la nouvelle enceinte, ambitieuse, mais coûteuse. I knew very well the Russian ministers and asked him, how can you take such a position? Better than I do that this proposal of simply burying the Chernobyl Unit 4 really has no scientific justification. He told me, well, of course I know, but it is also the cheap one, and somebody will solve the problem in 100 years from now on. And right now we cannot have this kind of a problem because this will ruin the future of the nuclear industry. Au final, 28 pays ont contribué au financement de l'Arche, dont l'Union européenne, les États-Unis et, après quelques réticences, la Fédération de Russie. Combien on est là 3, 23, 300, 6, voilà, c'est mon toute vitesse. 7. Вся территория вокруг нас является пунктом временной локализации радиоактивных отходов. Ce bout de forêt s'appelle la forêt rouge. En avril 1986, c'était sans doute l'espace naturel le plus radioactif que la planète ait jamais connu. Les arbres sont devenus rouges en quelques jours, brûlés par le rayonnement des particules radioactives. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et la forêt est en meilleure santé. Elle est où? Elle est là. Elle est derrière toi. Ah mais on est vraiment au pied là. Ouais. Ouais. Ah ouais quand même. Ah ouais. Alors, voilà. Ça, c'est la cheminée de ventilation. Ça. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, c'est ce qui me trouble là en arrivant, c'est qu'à chaque fois que je suis venu, on voyait le réacteur, mais là on le voit plus. C'est ça. Il est sous l'arche. C'est ça. Le miracle. Comme on a dit, c'était pas si évident que ça, c'était des gros challenges et il a fallu se battre jusqu'au bout, quoi. Et toutes les équipes qui se sont succédées, on a tous posé une petite pierre au fur et à mesure qui a fait qu'aujourd'hui, on est ici devant un sarcophage qui est en place, quoi. Après, on avait une machine qui venait zipper. Le dossier que nos entreprises Vinci et Bouygues ont présenté, c'est un dossier qui a séduit. Parce que Cyril Fargier a été directeur du projet de 2012 à 2019. Il nous raconte ce qui a permis aux équipes françaises de remporter ce projet historique. Je pense que les clés du succès, effectivement, pour gagner cette affaire, c'était d'une part parce qu'on a pu démontrer qu'on saurait construire cette arche en toute sécurité, en particulier vis-à-vis des radiations, mais aussi vis-à-vis de la sécurité industrielle. 31 millions d'heures, aucun accident grave. Voilà. Franchement, ça, c'est une vraie performance. J'oserais pas dire que c'est un record parce que j'ai pas vérifié. Non, c'est pas un record. Mais c'est excellent. Et puis, sans aucun doute, on a apporté des idées extrêmement innovantes en termes de conception, mais aussi en termes de méthode de construction. So, basically, this is the only one place where the radiation goes from the building, not from the ground, because here was very extensive decontamination. Ce projet, c'est d'abord un immense défi de génie civil. Les premiers travaux de Novarka ont consisté à nettoyer et à défricher la future zone de construction. Les équipes ont extrait 50 000 m3 de matériaux contaminés. Il a fallu près de 2 ans pour assainir les sols autour de la centrale. Puis,
20 000 tonnes de béton sont coulées pour préparer les fondations. Après ce travail de nettoyage pharaonique, il était encore trop dangereux de construire l'arche directement au-dessus de la centrale. Pour gagner l'appel d'offres, l'équipe de Novarka a eu l'idée décisive de fabriquer l'arche à quelques centaines de mètres du réacteur. Ce sont d'énormes pans de l'arche qui sont constitués séparément au sol, sur la plateforme de béton. Ils sont ensuite levés puis assemblés en un dôme complet. Le matériau utilisé est un acier particulier, qui doit résister pendant 100 ans à la radioactivité qu'il contient. Alors cette arche, cette superstructure qui fait 36 000 tonnes, c'est énorme. On l'a fait glisser en fait depuis ici, là où on est, jusqu'à là où elle est aujourd'hui. Et c'est exceptionnel. Et ça représente combien 36 000 tonnes? 36 000 tonnes, c'est l'équivalent de 5 tours Eiffel. A lot of people were very skeptical, about this and didn't believe that we could do it. Even internally, I would say, even internally. But when we did it, then they say, wow, okay, it's possible. Yes. And starting from there, it changed the whole project. Comme nous explique Jean-Philippe, une fois achevé, l'édifice a dû être déplacé jusqu'à sa position finale, au-dessus du réacteur numéro 4. 2 rails de 750 tonnes espacés d'une centaine de mètres sont aménagés pour soutenir la structure de 36 000 tonnes. Pour cela, une ingénierie nouvelle a dû être développée, une des multiples premières mondiales sur ce chantier. Le degré maximal d'erreur sur le déplacement était de moins d'1 millimètre. On parle donc d'une structure d'une hauteur de 108 mètres pour 162 mètres de long, la taille de 2 terrains de football, qu'on doit déplacer sur un demi-kilomètre sans que les points d'ancrage ne se décalent d'1 millimètre. C'est la plus grande structure mobile jamais construite. Everybody almost were sure it's impossible to move this huge system, and it worked. Oh, it was so nice to see this, to see all this work, to see all this eyes. And you? Did you believe it? There is no other way. If you don't believe it at the beginning, it will never happen. And we were all convinced that it was possible, and it was not even a doubt. I never imagined that it was not possible. Une fois construit et mis en place, il faut que ce sarcophage géant soit complètement hermétique pendant 100 ans. Et c'est là que le deuxième grand défi d'ingénierie commence. Une des fonctions de l'arche, c'est le confinement, c'est-à-dire empêcher la contamination de l'environnement par des particules radioactives. Parce qu'on peut avoir un séisme, par exemple, qui pourrait amener à un effondrement. On peut également, lorsqu'on fera la déconstruction dans quelques années, avoir des poussières radioactives. Ces poussières radioactives, elles sont dans une enceinte qui est en dépression par rapport à l'extérieur, et donc elles n'ont pas envie de s'échapper. Spasiba. Spasiba. Allez, let's go to the arch. Comme nous dit Cyril, il faut que l'air à l'intérieur de l'arche soit constamment pressurisé pour contenir les poussières radioactives et qu'il garde une température et une humidité optimales. Personne n'a jamais réalisé un tel système à cette échelle. Donc là, vu qu'on va à l'intérieur, en fait, on est équipé aujourd'hui de 2 dosimètres. On a un dosimètre, ce qu'on appelle légal, donc qui est vérifié par un institut indépendant. Et là, on a un dosimètre opérationnel, en fait, qui permet d'enregistrer dans la journée la dose cumulée qu'on prend, à laquelle on est exposé, et on peut aussi regarder le niveau de radiation en microsieverts par heure. Voilà. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter l'intérieur de cette arche démesurée qui couvre de manière hermétique le réacteur numéro 4 et les déchets radioactifs encore présents au milieu des débris.
Ce qu'on voit devant nous, ce sont les restes du sarcophage soviétique. Le réacteur numéro 4 et son cœur radioactif cristallisé se trouvent derrière ces grandes dalles de béton. Les échafaudages sont des éléments qui ont été rajoutés récemment pour éviter un effondrement de la structure vétuste. Quand nous avons visité l'arche, il y avait eu quelques mois auparavant un effondrement partiel du sarcophage. Et des quantités importantes de poussière radioactive se sont retrouvées dans l'air. L'arche a parfaitement joué son rôle en capturant les poussières radioactives, les empêchant ainsi de s'échapper dans l'atmosphère. Position foot closer. 3, 2, 1. Please turn. Back measurement. Position left foot. 3, 2, 1. Thank you very much. No contamination. Please walk through. Les habitants des régions environnantes sont directement impactés par le succès du confinement. Valentina vit à l'intérieur de la zone d'exclusion, à moins de 15 km de la centrale. Elle est une des rares personnes qui a refusé d'abandonner sa maison. Après des mois et des mois de bataille contre le gouvernement, on a laissé les plus acharnés vivre à l'intérieur de la zone radioactive. Чернобыль это такое было местечко, это чистейший уголочек такой, уголок рая, можно сказать. По чистоте здесь первое место занимала по Киевской области. Эта речка, она меня и вернула к тому, что я нигде не смогла бы жить, если бы не вот это мой Чернобыль с рекой. Я жила рядом возле реки. Вот сколько себя помню, я уже рыбачила. Поэтому для меня, когда нас эвакуировали, проезжала водоемы, я плакала. Я поняла, что я без своей реки не проживу. Какие у вас мысли по поводу арки в целом? Все то, что сделано для того, чтобы удержать всю грязь, я думаю, положительно. Молодцы, что так быстро и так красиво и хорошо сделали. Дал бы Бог, чтобы она долго служила и безопасно, чтобы было и все. Смотреть красиво мне показывали, часто же показывали по телевизору. И так ребята ездили туда, снимали и на телевидении. В общем, много я видела. Конечно, красиво очень. Если говорить об арке, французы вообще молодцы, что все-таки это реализовали. Certains résidents de la région expriment des doutes quant à l'avenir de l'arche. Alexandre Kupny, ancien liquidateur du réacteur, a publiquement exprimé ses inquiétudes à plusieurs reprises. Ну и молодцы. Но то, что в проекте не реализовано, то это можно, я могу сказать об этом, что там, чего там нет. Но это, на мой взгляд, уже вина заказчика станции, а не французов. So what is it missing? Системы по извлечению топлива и топливосодержащих масс. А это одна из главных задач нового конфаймента. Effectivement, Novarka n'a pas livré les outils de démantèlement et d'extraction des déchets nucléaires. Mais un système de pont roulant a été créé pour préparer cette phase. Tony Deleporte, jeune ingénieur système, nous raconte ce que lui et ses équipes ont mis en place. En fait, l'arche, elle a deux fonctions. Il y en a une qui est de contenir la radioactivité et la contamination du réacteur. Le deuxième, il est de porter ces fondements. L'arche, en fait, c'est une usine de démantèlement de l'ancien réacteur qui est explosé. Voilà la dernière mission de l'arche, et probablement la plus importante. Constituer la structure qui permettra de démanteler le réacteur et extraire les déchets hautement radioactifs encore enfouis en son cœur. Et cela en toute sécurité. Les ponts roulants sont des machines suspendues sur des rails qui doivent pouvoir servir de système de navigation aux outils du futur. De gigantesques robots qui démantèleront le réacteur et feront le tri des déchets avant leur traitement. Là, aujourd'hui, le pont, il a 3 chariots
il y a un des chariots qui est prévu pour porter un bras robot qui sera une assistance au démantèlement. Type un bras de pelleteuse, une torche plasma, un aspirateur, peu importe. C'est un porte-outil. Et nous, dans le cadre de notre contrat, on n'a pas fourni l'outil. Les outils de démantèlement qui viendront se greffer au pont roulant n'étaient pas dans le projet initial de Novarka. Aujourd'hui, les experts espèrent lancer une deuxième phase de développement pour concevoir et construire ces outils et commencer le stockage des déchets radioactifs. Ce que je souhaiterais, c'est que la phase suivante du projet, qui consiste à démanteler le réacteur numéro 4, se concrétise, puisque tous les outils sont en place. Si le financement était réuni et qu'on te proposait le job, tu le prendrais? Je le prendrai tout de suite. Ouais. Sans hésiter. Toi, tu repars aussi? Ah, tout de suite. Tout de suite aussi? Pareil. Allez. C'est À parti, bientôt, c'est bon. Cyril, alors. Неудобно везде. Roman Abramovski est le ministre de l'Environnement ukrainien. Il nous a parlé d'une plaie ouverte pendant longtemps qui commence enfin à se cicatriser. Розібрати повністю, зробити лужайку навіть, розібрати конструкції об'єкту укриття повністю і все, і закінчити це. А арку розібрати навіть можна. Nous espérons ça le plus vite possible. Я думаю, що десь наші онуки зможуть це зробити. В більшості люди спокійно ставляться до Чорнобиля, вже сприймають його як туристичний об'єкт, дійсно, і стан цієї галузі Чорнобиля, туристичної галузі, він покращився від року до року, і ми рекорд встановили там в минулому році, коли були 200 тисяч туристів майже, і ставлення потрохи, такий острах змінюється надією. Aujourd'hui, des dizaines de guides touristiques emmènent les gens de tous les pays sur ce lieu mythique. This is the Chernobyl nuclear reactor number 4, and I can't believe it, but if you have a look at the radiation, we've got 0.63 microsieverts an hour, which if you were here 35 years ago, you'd be dead in a minute. If we don't put the shelters, in future, the next generations, they will start to move here back, they will use the soil, they will use the water, and then they will get diseases caused by radiation without even understanding what's going on. 1, 2, 3. Cheese. The most interesting thing is that, I'm a teacher and I became a scaffolding specialist. And here I am, I climbed my career ladder. I received a job offer from Vancy Construction Grand Projet. I thank Novarka for that, for the experience, for the challenges and for the chance to develop, to go further and to see more and be better. Oui, c'est une aventure humaine déjà, parce qu'un projet, c'est un assemblage de personnes et de compétences diverses, parfois de cultures diverses. On travaille beaucoup et ça crée des liens, ça crée des histoires. Ça fait des souvenirs indélébiles. In 5 years here, I started as a trainee and I finished as Arch Deputy Construction Manager. So, it's a huge promotion for a young engineer. And that's what construction offers and such project offers. Yeah. We work here 10 years. 10 years it is life. So, and of course, when you know everything, every detail, it is wow. D'être un peu dans l'héritage de toute cette chaîne de personnes, d'ingénieurs qui ont eu à trouver les solutions face à un ennemi relativement compliqué à battre. C'est passionnant et moi je suis fier d'y avoir participé. Beaucoup de travail reste encore à faire avant que l'on puisse se promener sur la pelouse dont nous parlait le ministre de l'Environnement. Mais les équipes de Novarka qui ont participé à ce projet hors norme peuvent être fières. Elles ont réalisé un ouvrage qui contribue à protéger l'humanité dans la durée. Pour célébrer les retrouvailles des ingénieurs qui nous accompagnent, nous les avons invités à faire un tour sur le Dniepr, le fleuve qui traverse Kiev.
Voilà, après ces images filmées par notre réalisateur Laurent Barthélémy, qui est un réalisateur, je parle sous le contrôle de Bruno Dupetit, qui vous a suivi pendant tous les grands formats, les grands chantiers. Hein. Oui, c'est un réalisateur sensible. Incroyable. Hein. Ouais, sensible. Transformer des documents, des reportages avec des petits scénarios internes pour nous montrer la valeur humaine de tout ce qui se passe sur le chantier. On va reparler de toutes ces composantes de ce projet parce qu'elles ont valeur d'exemple, je vous le disais. On va en parler avec vous, Bruno Dupetit. On va parler aussi avec Hervé Macheneau, l'ancien responsable, directeur exécutif du groupe EDF. Merci d'être là, d'être venu chargé de la production, de l'ingénierie, donc de la sûreté. C'est vous le patron de la sûreté? Pas vraiment. C'est sur vous qu'on se reposait. C'est le directeur de la production nucléaire qui est la responsabilité de la sûreté. Le président d'EDF et le directeur de la production nucléaire. Oui, mais c'est la production, c'est la préoccupation majeure dans la filière française. Majeure. Aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, et ce qui est intéressant que vous soyez là, c'est que comme la France est en train de relancer un programme nucléaire, on se souvient du discours de Belfort du président Macron, on se souvient des scénarios qui ont été faits par RTE, et puis on sait aussi le débat qu'il y a dans la société française à propos de ce développement. On va retrouver au téléphone Irina Zelanikova, qui est à Tchernobyl actuellement, parce qu'elle travaille sur le site de Tchernobyl, Bruno. Elle a travaillé sur la construction de l'arche. Aujourd'hui, il n'y a plus de chantier sur le... Alors, il n'y a plus de chantier, mais il y a quand même un système de sécurité dont on parlera, qui continue de surveiller l'évolution du chantier. Oui, puisque toute l'arche est ventilée, et il y a des systèmes qui permettent de sécuriser l'arche. Irina, vous m'entendez? Je suis là. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Comment ça va? Jusque-là, ça va. On va vous entendre. Comment se déroule votre quotidien, la vie en ce moment à Tchernobyl, très précisément maintenant? Vous voulez dire à Slavutich, parce que Tchernobyl est occupé par l'armée russe. Les personnes qui travaillent à Tchernobyl, généralement, vivent à Slavutich. Je peux donc vous parler de ce qui se passe à Slavutich, mais pas de Tchernobyl. Juste une question, Irina. Les gens qui travaillent à Tchernobyl sont ukrainiens? Oui, bien sûr, ils sont ukrainiens. Donc, comment arrivent-ils à travailler en ce moment à Tchernobyl? Auparavant, c'était un grand groupe qui administrait sur place et il y a un an, ce groupe a cessé d'opérer. Et maintenant, c'est une petite structure qui opère. À peine 60 personnes sont sur le site. Combien de personnes? Je pense qu'il y en a une soixantaine. 60. Quel est leur métier, leur fonction? Que font-ils exactement? Je pense qu'ils font deux choses. Premièrement, ils maintiennent opérationnellement l'arche. Et ils gèrent probablement également les déchets. Le principal problème de sûreté à Tchernobyl aujourd'hui, c'est l'électricité. Il faut qu'il y ait toujours de l'électricité pour maintenir l'eau dans la température des piscines. Comme dans toutes les centrales, cette centrale n'est plus en activité et donc il n'y a plus de dégagement de chaleur, etc. Mais il y a des systèmes de ventilation, des systèmes aussi de refroidissement pour les déchets qui restent. Et donc l'électricité et l'eau, donc les sources de refroidissement et l'électricité sont vitales. Et d'une certaine manière, ce qui est le plus important, ce qui est le plus sensible, c'est effectivement la continuité de l'alimentation en eau et en électricité des centrales nucléaires. Et c'est vrai pour les centrales qui ont été arrêtées à Tchernobyl, c'est aussi vrai pour l'arche que nous avons construite, puisque l'arche est complètement ventilée pour éviter, elle est en dépression pour éviter que des poussières radioactives ne s'échappent. La catastrophe de Tchernobyl remonte à combien d'années maintenant? 1986. Oui, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui.
Et donc, c'est à la suite, c'est une nuit, il me semble que c'était un samedi, dans la nuit, des essais ont été faits par des équipes qui sont venues pour faire ces essais, et les systèmes de sécurité de la centrale ont été inhibés pour faire les essais en question. Et les essayeurs ont perdu le contrôle de ces essais, et la centrale, qui est d'un type tout à fait particulier, hein. La centrale de Tchernobyl, c'est un réacteur dit RBMK. Il en reste 11, tous en Russie aujourd'hui. il y en avait 16, donc 4 à Tchernobyl. Et ce sont des réacteurs d'un type tout à fait particulier, dont le modérateur n'est pas de l'eau comme chez nous, mais du carbone, du charbon, du graphite. Ce qui fait, et avec une caractéristique qui est que, contrairement à ce qui est le cas chez nous, enfin dans les réacteurs PWR, qui sont aussi les autres réacteurs russes, quand plus la température augmente et plus la réaction s'accélère. Ah bon? Donc il y a un coefficient de positivité. Donc la nécessité de refroidir. Et donc le processus s'est emballé et s'est accéléré en s'emballant, ce qui fait que le charbon, le carbone, le graphite s'est enflammé et que la totalité du réacteur a été, comment dirais-je, volatilisée. D'où l'importance de l'émission de radioactivité. Oui, alors on a vu beaucoup de films, hein. Il y a notamment des films documentaires qui tournent sur Netflix actuellement, qui sont très très impressionnants, sur la catastrophe de Tchernobyl. Comment est-ce qu'on a eu envie et l'idée de faire un sarcophage? Parce qu'on est là au cœur de notre chantier. Alors la question, je la pose à l'ingénieur, comme je la pose à l'ancien patron de la sûreté. Là. Après la catastrophe, les Russes ont fait un premier sarcophage en béton, très vite, dans des conditions d'ailleurs de sûreté absolument abominables, pas du tout contrôlées. Mais ce sarcophage menaçait de s'effondrer. Et donc, il y a eu un concours d'idées que les Français ont gagné. Ont gagné ? Oui, de produire un nouveau sarcophage. Vous pouvez donner les entreprises d'ailleurs. Hein. Oui, c'est une association entre Vinci et Bouygues qui a gagné. En fait, au départ, il y avait d'autres entreprises, mais elles se sont retirées. Et donc, sur la base de cette idée de recouvrir à nouveau le réacteur endommagé par un nouveau sarcophage. Mais peut-être il n'y avait pas d'autre solution. Peut-être pour répondre à votre question, c'est que le réacteur, quand il s'est enflammé, il y a une diffusion de particules radioactives. Mais le fameux nuage radioactif. Il s'est arrêté à la frontière française. On s'en souvient. Ah oui. Oui, enfin. Non mais on pourra revenir là-dessus. Ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement est resté sur place une sorte de magma qui sont des déchets radioactifs, qui continuent d'être comme des combustibles usés. Et par conséquent, d'où la nécessité d'enfermer ça, d'où la nécessité de sarcophage. C'est pour contenir ce qui restait de radioactivité, le temps que cette radioactivité... Vous aviez été consulté à l'époque ? Non. Sur le sarcophage et le projet ? Enfin, moi, j'étais pas là, et il me semble pas qu'EDF était. C'est surtout les entreprises. C'est une consultation d'ingénierie qui a eu lieu. Et d'ailleurs, ça a été fait en compétition. D'autres idées ont émergé, mais c'est l'idée du groupement Novarka qui a prévalu. Alors on a vu dans le film, ça a donné lieu à la mise au point d'une technologie assez extraordinaire et impressionnante, puisqu'on a fait le sarcophage en dehors de la centrale, hein, et ensuite vous l'avez fait glisser sur des rails pour recouvrer, un peu comme un couvercle qui... Oui, puisque l'idée originale qui était effectivement de construire à côté, pour éviter d'avoir des gens qui travaillent au-dessus du réacteur endommagé, même s'il était déjà recouvert d'un sarcophage qui menaçait de s'effondrer, et donc de construire à côté, en mesurant la radioactivité en permanence, puis ensuite de glisser le sarcophage par-dessus. Oui. C'est des technologies qu'on retrouve dans d'autres chantiers. Hein. On s'en est aperçu dans un certain nombre de films. Oui. C'est-à-dire construire à côté et puis... Construire à côté, construire en bas, et puis ensuite soulever. Faire en pièces détachées, puis après on le... Mais là, ça a été déterminant.
Mais est-ce que la construction, le chantier lui-même, avait une atmosphère en risque pour les salariés, les ouvriers, les techniciens? La mesure de la radioactivité. La radioactivité a été faite en permanence à l'entrée du chantier et pendant le chantier. Et il n'y a pas eu de problème particulier avec la radioactivité, sauf lorsqu'ils ont fait les fondations tout près des rails, puisqu'il fallait amener donc, la structure au-dessus du réacteur. Et donc là, il y a eu beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de vigilance. Ça va être en place pendant combien de temps, ça, ce chantier? Il est fait là pour combien d'années? Je sais pas. C'est une question compliquée. Le démantèlement, puisque la fonction de l'arche, c'est de préparer aussi le démantèlement avec des robots qui sont accrochés, on le voit dans le film, sur des ponts roulants. Mais ça, c'est... Puis maintenant, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est compliqué, parce qu'effectivement, si on était uniquement sur le plan physique de la diminution de radioactivité, il aurait fallu attendre 2040-2050 avant de démanteler. Maintenant, aujourd'hui, avec la situation politique complexe qu'il y a là-bas, je ne sais pas. La question du démantèlement... en France, on a l'expérience du démantèlement de centrales. C'est là où je voulais en venir. Du démantèlement de centrales nucléaires, parce qu'on a commencé à Chaux A, la première centrale à eau pressurisée, et à Brennilis, qui est en cours de démantèlement. Et donc le processus, vous savez que la radioactivité, tous les corps radioactifs perdent la moitié de leur vie au bout d'un certain temps, qui est ce qu'on appelle la durée de vie. Donc plus on attend, et moins il y a de radioactivité. Bien sûr. Mais les éléments les plus radioactifs, et surtout à plus long terme, sont enlevés, et justement, ils sont dans les combustibles, retraités, et ensuite, en France, mis dans des blocs de verre, et ensuite, théoriquement, seront mis sous terre. Le problème, mais donc, ils sont triés de façon extrêmement précise, par des méthodes physiques et chimiques. Et donc, on sait isoler chaque élément radioactif en fonction de sa catégorie, et on sait le traiter, et il n'y a aucun élément radioactif qui traîne ou qui ne soit pas identifié, répertorié et localisé. En revanche, là, comme c'est le résultat, le résidu d'un accident, faire le tri est très compliqué, et donc ça prend du temps, et il y a un mélange d'éléments radioactifs à de moyenne vie, à long terme, etc. Et qu'il va falloir traiter tout ça. Mais a priori, l'environnement était à peu près sécurisé, parce que avant la guerre, c'était même un centre touristique. Tchernobyl, on visitait. Il y avait beaucoup de visiteurs. Oui, on le voit dans le film. La vie a repris son... Oui, il y avait des cars entiers, des bus entiers de touristes qui venaient par charter. Oui. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur Irina pour demander comment... Je ne sais pas si elle nous écoute, si elle nous entend. Peut-être on peut lui demander. Irina, are you still there? Irina, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est calme. C'est la deuxième journée de calme consécutive. Nous avons pu dormir chez nous, pas aux abris. Avant-hier, en revanche, les habitants ont découvert ce qu'était devenu Slavoutitch. Je n'avais jamais vu autant de gens se mobiliser quand l'armée russe est entrée dans la ville. Tellement de monde pour crier, pour manifester, pour hurler que l'Ukraine est souveraine et que les soldats russes doivent s'en aller. Désolée, c'est ma petite fille qui fait du bruit. Donc j'étais là, c'était terrible, vraiment terrible. L'armée russe a commencé à tirer. Sur la place. C'était terrible. J'avais peur, très peur, mais j'étais là.
And really, we was very happy we did this, and a lot of machines was go away from Slavutic. Nous étions avec beaucoup de mes collègues sur cette grande place de Slavutic. Russian army is not in Ukraine, and we are not in Slavutic. Sorry, and we are Ukraine with Ukrainian flag, with Ukrainian constitution. And it is really our concrètement. It is really our victory, small victory, but it is our victory. And 2 days we live. It is quiet, and our children not afraid. Depuis 2 jours, c'est calme. Nos enfants sont moins terrorisés en ce moment. Et on espère que progressivement, étape après étape, l'armée russe quittera notre territoire et retournera chez elle. Je comprends que l'armée d'occupation a laissé en place des équipes de techniciens ukrainiennes. Oui, oui. C'est ça. Mais ils les ont pas relevés tout de suite. Non. Ils les ont relevés la semaine dernière, si j'ai bien compris. Donc ils étaient très fatigués. Oui. Ils ont fini par les relever. Et ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont des contrôleurs neufs, quoi. J'ose dire un peu. Oui. Un peu ça. C'est pas que des contrôleurs, c'est des électriciens. Ouais. C'est tous ces gens dont vous parliez. Il y a une, comme je dirais, comme pour les centrales, comme toutes les installations nucléaires. Il y a un centre de contrôle avec les quantités de radioactivité qui se dégagent. Et il faut des gens qui surveillent et qui opèrent pour voir s'il y a une panne d'électricité. Accélérer des gens qui suivent le fonctionnement. Quand on entend ces témoignages-là, Hervé Macheneau, on comprend que quelque part l'opinion publique française cultive une peur à l'encontre des centrales. Elle est alimentée par toutes les 2 ou 3 grandes catastrophes qui ont lieu dans le monde. Tchernobyl et Fukushima. Vous m'aviez dit en préparant l'émission que ces catastrophes-là sont pas des catastrophes nucléaires, c'est des accidents qui sont en marge du process. Tchernobyl, si. Ce sont des catastrophes avec des conséquences nucléaires, mais Fukushima, c'était essentiellement, mais un tsunami. Il y a 3 accidents répertoriés dans l'histoire du nucléaire. Le premier, c'est Three Mile Island aux États-Unis, avec la fusion du cœur, qui n'a fait aucun mort et aucun blessé, sauf, je crois, un accident sur la route. Il n'y a pas eu de radioactivité à l'extérieur de la centrale. Il y a eu Tchernobyl où tout est parti. Donc, diffusion totale de la radioactivité du réacteur. Et il y a eu Fukushima, qui est donc dans le premier cas, c'est une erreur humaine puisque les opérateurs ont cru que le niveau baissait dans le pressuriseur alors qu'il montait. C'est l'inverse d'ailleurs, peu importe. Tchernobyl, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. On a coupé les sécurités. Fukushima, précisément, c'est un tsunami qui a éteint tous les moyens électriques de la centrale. Et donc les moyens de refroidissement ont été coupés, y compris les moyens de secours, y compris les diesels de secours. Et par conséquent, là, il y a eu également des problèmes d'exploitation, mais globalement, c'est lié. À Fukushima, il n'y a eu aucun mort conséquence de la radioactivité. Il y a eu de la radioactivité sur le terrain. L'essentiel est parti dans la mer et a été dilué. Et donc, ce sont des accidents. L'accident qui a eu le plus d'incidence physique, c'est Tchernobyl. Bon. Mais on a tiré les leçons de Tchernobyl. Alors, c'est ça que je voulais, pour savoir. Oui. Alors, je dirais, Tchernobyl, c'est très difficile puisque les Russes ont tiré les leçons pour les RBMK et ont amélioré la sûreté des RBMK. De leur propre centrale. De leur centrale RBMK. D'accord. Le reste des centrales sont soit de type bouillant comme à Fukushima, soit de type exclusivement en France, qu'on appelle PWR, donc à eau pressurisée, qui sont des réacteurs complètement différents de Tchernobyl. Ces réacteurs ont tiré les conséquences, non pas de Tchernobyl, parce que c'est totalement différent, mais de Three Mile Island et de Fukushima. Et donc des mesures extrêmement importantes de sûreté ont été prises après Three Mile Island et après Fukushima pour améliorer la sûreté. Mais je voudrais dire une chose qui est très importante
pour l'opinion publique. Il se trouve que quand les Américains, en fait, ont lancé le premier programme nucléaire, à l'origine, on a organisé les choses, mis en place les choses de façon à ce que l'accident de référence avec fusion du cœur ne puisse pas arriver. Et donc, avec des systèmes de redondance, de multiples circuits, etc. Tout sécurisé, là. Tout était sécurisé, tout était doublé, tout était triplé s'il le fallait, de façon à ce que la fusion du cœur, c'est-à-dire le risque que le cœur fonde et traverse... Comme Tchernobyl. Tchernobyl, il a explosé. Mais le risque dans nos centrales, c'est qu'il fonde et qu'il traverse le radier et qu'il pollue les sols. Donc cet accident était exclu, la probabilité pour qu'il arrive était de 10 puissance moins 7 et on considérait que c'était exclu, pas plus de chances que le fait qu'une météorite vienne écrabouiller la Terre. Bon. Et puis ça s'est produit 3 fois. Ça s'est produit à Three Mile Island, ça s'est produit à Tchernobyl et ça s'est produit à Fukushima. Et donc aujourd'hui, la sûreté prend en compte l'accident de référence. Et ça, je pense que c'est très important. Ce qu'on appelle les réacteurs de génération 3 sont des réacteurs qui prennent en compte, d'une façon déterministe, une potentielle fusion du cœur. C'est-à-dire qu'on a installé des systèmes de récupération du corium avec refroidissement du corium. Et si le cœur fond, il n'y aura pas de radioactivité significativement à l'extérieur de la centrale. Donc c'est une étape extrêmement importante. Et c'est un protocole qui est appliqué dans les projets français. Non, mais c'est important parce que la France est en train de faire le choix d'avoir un équipement nucléaire à 50% de ses besoins. C'était du moins le... Non seulement c'est vrai pour les réacteurs à venir, c'est vrai de l'EPR avec les difficultés de construction qu'on connaît, mais c'est surtout vrai du programme de ce qu'on appelle EPR2 qui va être les réacteurs qui vont être construits, mais c'est aussi vrai pour les réacteurs existants, puisque les mesures qui sont prises sur les réacteurs existants, c'est de les mettre le plus près possible du niveau génération 3. C'est-à-dire qu'on renforce les radiers, on apporte des solutions de secours en eau et en électricité pour éviter... Ce que je voudrais savoir, pour terminer, Mono, c'est compte tenu des projets que nous avons en France, qui sont importants, vous avez même vous-même travaillé sur un scénario, non pas à 50% des besoins en 2050, mais à 70%. 80%. 100 gigawatts en 2050. Pourquoi rester à 50, comme le président de la République soit on le fait, ou soit on le fait pas. Soit le nucléaire est sûr, et dans ces cas-là, il faut en avoir le plus possible. Soit le nucléaire n'est pas sûr, il ne faut pas en avoir du tout. Si on part sur un scénario, et on partira sur un scénario assez ambitieux, est-ce que la filière, celle à laquelle vous appartenez, est capable de faire face à tout ça? Ça représente des chantiers colossaux pour les TPE, mais pas seulement, pour toute la filière. Oui, alors on est effectivement, toute la filière des travaux publics va être mise à contribution, comme ça a été le cas dans la construction du premier programme nucléaire français, mais ça s'est déroulé sur plus de 20 ans. Et donc on a le temps de recruter, on a le temps de former. On a le temps, grâce à ces films d'ailleurs, on va donner, j'espère, envie à des jeunes de venir travailler, rejoindre nos métiers. Et du coup, je crois que oui, la filière fera face. Il n'y a pas que les gens du génie civil d'ailleurs. Il y a aussi les électriciens, il y a aussi tous les gens qui sont dans les systèmes d'une manière générale, qui accompagnent la construction. Et ce que je voudrais dire en complément, c'est qu'en plus la filière se réinvente aussi et va construire, disons, environmental friendly, c'est-à-dire on fait des progrès considérables à la fois sur le ciment, sur le gravier, sur la logistique, pour que ces constructions, ces chantiers aient le moins d'impact. C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Bruno Cavagnier d'ailleurs, le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est la transition écologique nos métiers. Un petit mot, il nous reste pour très peu de dire temps. que pour qu'on réussisse, il faut une véritable volonté de le faire, une visibilité. Les entreprises, les industriels s'organiseront s'ils ont la visibilité. Cette visibilité n'existera que s'il y a confiance dans le système, ce que vous essayez de faire tous les jours, bien sûr, et puis la profession aussi. Hein. La profession, elle répondra présent. Merci à tous les deux. On va remercier Irina Zelanikova. Thank you, Irina.
Merci Irina. Je voudrais vous dire simplement, nous sommes avec vous, non pas physiquement là à vos côtés, mais vous êtes dans toutes nos pensées. J'ai reçu beaucoup de messages, de très gentils, très touchants messages de mes collègues français, portugais, du monde entier pour nous assurer de leur soutien. À mon tour de vous dire merci, un immense merci pour votre soutien. Merci beaucoup, on est très touchés là de votre participation et croyez-le, on est aussi très touchés par tout ce qui se passe dans votre pays. Merci beaucoup Irina, merci Hervé Masselot de nous avoir apporté votre témoignage. Je pense qu'il était important. Bruno Dupetit, je vous remercie beaucoup de cette initiative et de ce guidage que vous nous avez fait, à la fois dans les films et puis dans les débats. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres voyages, peut-être d'autres chantiers, un autre grand format. Merci à tous, à très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la Fédération nationale des travaux publics.